Alors justement la Syrie, parce qu'on évoque Al-Qaïda, il y a aussi l'État islamique qui menace sérieusement. Vous avez fait un point sur ces groupes terroristes qui nous menacent, Kadi. Oui, effectivement, Bénédicte, Al-Qaïda et le groupe État islamique qui n'ont plus, on l'a dit, de califat depuis la chute de Baghouz en 2019. Pas de califat autoproclamé, pour autant ils sont bien vivants, effectivement. Vous allez voir sur cette carte, on vous a fait un petit état des lieux. Alors en rouge, le Al-Qaïda qui a donc planté ses racines en Afrique et qui contrôle des pans entiers. On l'a vu au Mali, au Burkina Faso. Plusieurs milliers d'hommes qui viennent de revendiquer d'ailleurs plusieurs postes militaires au Burkina, bien présents dans le sud de la Somalie, ainsi qu'au Yémen, le Yémen rural. Le cœur de ce réseau, ce sont les zones tribales afghano-pakistanaises. C'est important. L'État islamique, lui, a pivoté vers l'Afrique subsaharienne. On le voit bien sur cette carte, on retrouve les combattants à la frontière. Vous voyez, Mali, Burkina, Niger, ils sont très présents en Afghanistan. Ils sèment la terreur au Congo, au Mozambique, mais aussi en Somalie. Et surtout, n'oublions pas la présence en Asie avec ses cellules très actives aux Philippines. On vous a fait un petit résumé parce que c'est quand même un sujet très dense. Il y a des zones particulières et évidemment c'est intéressant effectivement de voir parce que ce sont des groupes dont on entend moins parler, dont on parle moins de fait, mais qui sont encore très très actifs. Et qui sont encore très très actifs. Et puisqu'on parle de la Syrie, et vous avez évoqué la visite du président syrien Al-Shara, qui est censé être le président par intérim, a priori en Syrie. Alors il est allé au Brésil, il a rencontré Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait un point devant la presse à ce sujet, justement. Écoutez. J'ai redit l'importance au président El-Shara. Ce que nous attendions, c'est que la Syrie soit un acteur plein et entier de notre lutte contre les groupes terroristes. Je le rappelle ici, nous sommes à quelques jours des commémorations du 13 novembre et nul n'oublie que ces attentats avaient été fomentés en Syrie. Et donc c'est un sujet aussi de sécurité pour les Français. Alors, si on fait un point sur Al-Shara, sur la Syrie et sur l'État islamique, c'est important. Marc, est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement, parce que je vois que le temps tourne, mais qui est cet homme et pourquoi il est accueilli aux États-Unis là, parce il voit Donald Trump donc demain, il a été accueilli en France, je veux dire, il n'y a pas que Donald Trump qui le reçoit. Pourquoi cet homme-là fait-on parler, ce président syrien qui est arrivé après la chute de Bachar? C'est une parabole extraordinaire, parce que c'est quand même l'homme qui, avec quelques milliers de combattants, a renversé le régime de Bachar el-Assad, une dictature vieille de plus de 50 ans. C'est aussi un homme qui commence à l'État islamique, avec al-Baghdadi. C'est le fils d'une bonne famille syrienne, originaire de la zone du Golan, d'où son pseudo de guerre al-Yémeni, et qui ensuite rompt avec l'État islamique, parce que cette stratégie de terreur absolue jusqu'au boutiste ne le séduit pas, et il va vers Al-Qaïda, avec le front Al-Nusra. Il admire beaucoup Ben Laden. Il admire beaucoup Ben Laden, etc. Et il est à fond engagé dans la guerre civile syrienne, contre les troupes du régime de Bachar el-Assad. Et c'est un des groupes les plus structurés, HTC, son groupe de la rébellion. Mais ensuite, il rompt, y compris avec Al-Qaïda. Parce que le problème n'est pas sur la foi, ce sont des djihadistes, des musulmans fervents ou fanatiques selon les mots, mais pour lui, le djihad doit être national d'abord. L'important, c'est la Syrie. Et c'est là-dessus qu'il rompt avec aussi Al-Qaïda. Et lui, il tient un endroit fondamental au nord de la Syrie, la poche d'Idlib, qui est adossée à la Turquie, donc par où arrivent le vivre, les matériels, etc. Et ce qui lui permet de tenir. C'est la dernière zone, au fur et à mesure que, grâce à l'aide des Russes qui arrivent en 2015, le régime donc reconquiert des pans entiers du pays, mais c'est la dernière zone qui reste véritablement aux mains des rebelles. Et c'est là que commence son évolution. C'est-à-dire, Idlib sera le laboratoire de cette espèce de mutation. Ça devient une espèce d'abord de mini-république islamique avec les femmes voilées, etc., etc. Puis petit à petit, ça évolue. Il s'ouvre un peu. Il comprend. Alors, il y a pas mal de gens qui viennent le voir, aussi, y compris des chercheurs, des islamologues. Il voit aussi parfois des occidentaux. Il commence l'évolution qui l'amènera, il a aussi beaucoup de relations avec les autorités turques, qui l'amènera ensuite à combattre un peu pour une autre idée de la Syrie. Et au début, donc en décembre, il y a un an, il lance d'abord une offensive sur Alep, parce que l'idée était un peu d'avoir une capitale, quand même plus représentative qu'Idlib, de la rébellion syrienne. Et il rentre à Alep comme dans du beurre, le régime s'effondre en quelques jours, plus personne n'a envie de mourir pour Bachar el-Assad, il arrive à Damas, il est l'homme qui a fait tomber la dictature. Et il est l'homme, à ce moment-là, il faut être pragmatique, il a donné quand même un certain nombre de gages,
Et à partir de là, on le juge sur pièce. Alors c'est très compliqué, la transition syrienne est compliquée, il y a les vengeances, il y a les affrontements intercommunautaires, etc. Mais il montre, il affiche du moins, alors est-ce qu'il est sincère, on verra, mais ce qui compte ce sont les actes, cette volonté petit à petit de faire entrer la Syrie dans un processus de transition. Mais est-ce qu'il arrive vraiment à maîtriser effectivement les terroristes dans son pays? Certains disent qu'il n'a absolument rien fait pour protéger les minorités, par exemple en Syrie. C'est un ancien terroriste qui a décidé un jour comme ça qu'il n'était plus djihadiste, mais on ne peut pas faire confiance à cet homme. Alors d'abord, on le rencontre parce qu'on reconnaît les États, on ne reconnaît pas les régimes en termes internationaux. C'est pour ça qu'on peut rencontrer n'importe qui, puisqu'on reconnaît les États. Donc, alors lui, plus précisément, il est quand même celui qui a des grandes difficultés avec les Alaouites. On comprend pourquoi d'ailleurs. Et les Alaouites sont en situation difficile. L'ont-ils cherché? Ça, c'est une autre question. En tout cas, ils sont en position très difficile. Les Druzes également. Donc ça fait déjà deux éléments. Il est en difficulté aussi avec les Kurdes, bien sûr. Parce que les Kurdes aussi ont d'autres revendications, d'autres planifications et autres. Donc il a l'essentiel peut-être du peuple syrien derrière lui, ou à peu près. Mais enfin, il lui manque d'énormes minorités. Et donc la situation intérieure n'est pas bonne, ce qu'il essaie d'améliorer. Ce qu'il veut, c'est faire lever les sanctions. Ça, et donc il essaie de donner un certain nombre de gages pour obtenir justement une reprise des... En fait, l'idée, c'est qu'il voudrait faire lever les sanctions. Il y a un pays à reconstruire, donc des marchés à prendre. On voit Donald Trump à l'antenne. Il va voir Trump parce que c'est pour les deals, c'est ce qu'il y a de mieux. Les Français aussi, ceci dit. Je crois que Total Energy envisageait de se réinstaller là-bas. Enfin, il y a quand même aussi des marchés à prendre. Total est un groupe international, donc c'est normal qu'ils y pensent, comme dans beaucoup de pays autour du monde. Mais est-ce qu'on a raison de... Alors, je ne sais pas si on mise sur lui, j'allais dire, est-ce qu'on a raison de miser sur lui? Est-ce qu'on a raison de lui faire confiance? Parce que je voyais Vincent en préparant cette émission que les Américains ils vont installer une base à Damas. Est-ce que c'est une base pour le mettre sous surveillance ou est-ce que c'est une base d'accompagnement justement? Nous n'avons pas trop de choix en fait. Ouais. Et côté américain, c'est pas nouveau parce qu'avant il y avait 2000 GIs à peu près en Syrie, dans le cadre de la coopération contre le terrorisme et contre l'État islamique notamment. Il y a toujours 900 membres des forces spéciales américaines qui sont présentes en Syrie. Nous concernant, nous avons été les premiers avec les Britanniques à réouvrir une emprise diplomatique le surlendemain. Le surlendemain de la prise du pouvoir d'Al-Shara à Damas. Maintenant, on ne peut pas vraiment comprendre toute cette histoire et l'exceptionnelle réussite d'Al-Shara sans... il faut absolument qu'on parle de son sponsor principal, qui apparaît sur les images, notamment sous l'égide duquel s'est réalisée la première rencontre avec Trump en mai dernier. C'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. Et la Turquie, c'est le double parrainage. Alors ça, c'est comme je ne sais plus quelle marque de rasoir, ça c'est la deuxième lame, la Turquie derrière. C'est le double parrainage, c'est fort. Non, mais qui de manière opportuniste. Toute l'énergie vient de Turquie. Quand vous allez sur le marché à Idlib, vous payez en monnaie turque. Ça, c'est la réalité de Alors, ça, c'est la réalité, mais il faut savoir quand même que HTS s'est battu contre les milices pro-turques pendant 2 ans avant de prendre le pouvoir, et que derrière, il y a eu un principe de réalité qui s'est imposé aux Turcs, qui a été effectivement de venir un petit peu au secours de la victoire d'Al-Shara. Mais le premier sponsor d'HTS, c'est l'Arabie Saoudite, et donc la CIA est derrière. Oui, alors voilà, ce qui explique peut-être cela, et parce qu'il faut quand même revenir effectivement à l'origine et la chute de Bachar dont on parlait tout de suite avec le général. Au moment où Bachar tombe, les prisons se vident, on a des centaines, des milliers de combattants qui se retrouvent dans la nature. Je voudrais que vous regardiez, on vous a sorti un extrait d'un sujet qu'avait fait Lise Boudoul à l'époque pour TF1, justement au moment de la chute de Bachar. Lorsque le régime de Bachar al-Assad est tombé, de nombreux djihadistes ont été relâchés des prisons. Alors l'organisation terroriste pourrait bien reprendre de la vigueur. Qu'est-ce que vous faites là? On va là où on a repéré des combattants de Daesh. Mais là, vous voyez, je vérifie les positions sur la carte GPS. C'est mieux. Là-bas, c'est la route que Daesh a construite sur la colline. Comme ça, ils peuvent se déplacer avec leurs véhicules. Les seuls habitants de cet espace sont ces bédouins.
L'État islamique, il est effectivement toujours actif en Syrie, Thomas? Oui, bien sûr. Et ce qui est, j'allais dire drôle, mais c'est pas drôle évidemment, c'est que cet État, il se bat contre les Kurdes en ce moment. Cette organisation terroriste se bat contre les Kurdes. Elle se bat aussi sporadiquement contre le nouveau pouvoir en place, avec lequel elle a travaillé d'une manière ou d'une autre. Les alliances n'ont pas arrêté de fluctuer ces 10-20 dernières années en Syrie. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Je pense que ce que disait Vincent, c'est très juste. Cet homme que l'on a vu sur ces images, c'est un terroriste. Il le restera probablement toute sa vie, au moins dans la façon dont il pense les choses. Mais c'est aussi un pragmatique. Et c'est le seul interlocuteur aujourd'hui qu'à la communauté internationale. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de parler avec lui. Il ne faut pas être naïf en revanche, parce que cet homme-là, il n'a probablement pas changé son éducation, sa philosophie. Ses ennemis sont toujours les mêmes, mais voilà, aujourd'hui, c'est lui, par son coup de force inimaginable auquel on a tous assisté, médusé, il a pris le contrôle de ce pays. Bachar al-Assad est maintenant en Russie. On ne sait même pas d'ailleurs dans quel état il est. On a eu des rumeurs d'empoisonnement il y a quelques temps. Mais c'est le nouvel homme fort de Syrie. Alors aujourd'hui, la Syrie, qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de pétrole en Syrie quand même, mais pas énormément. Les endroits où il y a du pétrole en Syrie, pour l'instant, contrôlés, corrigez-moi si je me trompe, par les Kurdes, les Américains avec quelques centaines, quelques milliers de soldats sur place aussi dans la même zone. Aujourd'hui, les Russes sont partis, Wagner est parti, les Américains sont en train de s'installer sur place, pas tellement parce qu'ils ont besoin de plus de présence dans le pays, mais parce que c'est un territoire qui est clé pour la stabilité de cette zone-là. Et de l'autre côté, vous savez, il y a le Golfe, il y a l'Arabie Saoudite, il y a tous ces États qui veulent essayer de continuer à prospérer, à faire du business avec les États-Unis. Et c'est pour cela que les Américains sont en train de s'implanter là-bas de manière un peu plus importante. Mais on n'a pas le choix que de parler avec cet homme-là, quoi qu'on puisse en penser. Personne n'est naïf, ni Emmanuel Macron, ni Donald Trump. Attendez, je vous donne la parole dans une seconde là-dessus pour que vous réagissiez, puisque vous évoquez Donald Trump. On a entendu Emmanuel Macron parler de lui tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute Donald Trump quand même. Écoutez. Nous allons nous rencontrer. Et je pense qu'il fait du très bon travail. C'est un endroit difficile et c'est un dur. Mais je me suis bien entendu avec lui et beaucoup de progrès ont été réalisés avec la Syrie. Marc. Oui, alors le vrai problème, c'est que Al-Shara ne contrôle pas réellement le pays. C'est-à-dire, même pas du tout. Les élections ont été quand même, c'était pas des élections modèles, même si il y a eu des présidents intérimaires, il y a eu un certain nombre de gens qui avaient été plus ou moins préchoisis, qui ont été élus. HTC, son groupe, c'était quelques milliers de combattants. Donc là, il y a toute une partie du système qui s'est ralliée à lui, mais il ne le contrôle pas vraiment. Ensuite, il y a un immense problème qui est celui de la justice. C'est-à-dire le seul moyen de casser la chaîne des vengeances, qui aujourd'hui est devenue un problème majeur, c'est d'arriver à une justice plus ou moins crédible. Il faudra des années. Donc on est dans cette situation entre les deux, mais sa force, effectivement, c'est d'être là. Sa force aussi, c'est de mettre au pouvoir à Damas quelqu'un de pro-occidental, globalement, de remplacer l'ancien régime qui était soutenu par la Russie et l'Iran, donc ce qui est quand même un atout, d'où le fait que Donald Trump, sous la pression à la fois d'Erdogan et surtout de MBS, joue cette carte-là, et c'est ce qu'on va voir à Washington, parce que le but avoué de Trump... attendez, c'est un ancien d'Al-Qaïda, il ne peut pas avoir décidé d'avoir quitté comme ça. En gros, vous faites venir Ben Laden à qui vous déroulez le tapis rouge sur le territoire américain. Oui, c'est un peu ça. C'est ça qui est... Et il est jugé sur des actes. Donc, une des choses que demandent les Américains, par exemple, c'est de normaliser que la Syrie entre dans les accords d'Abraham. Actuellement, il y a des négociations en cours, directes, c'est historique, entre Israéliens et Syriens pour trouver des solutions. Alors, parce que les Israéliens ont profité pour récupérer une grande partie de la zone tampon sur le Golan pour des raisons de sécurité. Donc là, on discute autour de ça. Et en même temps, ils veulent obtenir une garantie de démilitarisation du sud Liban, du sud syrien. Mais donc, il y a toutes ces négociations en cours. Donc, il sera jugé sur les actes. Mais pour le moment, on peut dire qu'au niveau diplomatique, et c'est sa force, Al-Shara a fait un quasi sans faute. En interne, il y a toutes ces questions qui n'ont pas été réglées, les violences, etc. Mais en politique extérieure, globalement, il est bien cornaqué, il a appris la leçon, il s'est coulé dans le moule, et il s'en est plutôt, jusqu'ici, assez bien sorti. Il suffit de voir les premières images de vidéos quand il arrive à Washington, où il fait du basket, avec le général américain en charge du Moyen-Orient. En termes de com', c'est pas mal. Et il a été ça c'est sûr, coaché
manifestement par les Turcs pour savoir comment réagir en matière de communication avec les Occidentaux. Ça, c'est intéressant. Mais par rapport à cette comparaison avec Ben Laden, je pense qu'il y a une grande différence. C'est que Ben Laden a commis un acte terroriste sur le territoire américain. Mais en termes de... Oui, mais par... Ce qui permet aujourd'hui, on est complètement d'accord, mais ce qui permet aujourd'hui à Donald Trump de se rapprocher de ce personnage, c'est justement de dire que ce qui s'est produit ne concerne pas directement les Américains sur leur sol, même si on peut évidemment discuter de soldats qui sont encore présents là-bas. Oui, Marc disait qu'il... Marc disait qu'il était qu'il devait être jugé sur ses actions. Il peut être jugé notamment sur ses actions contre Daesh au cours des dernières semaines, puisqu'il cherche à réduire la position de Daesh, puisqu'il y a une résurgence de Daesh, notamment dans le centre-est, dans le nord, donc Raqqa, Labadia, et puis Deir ez-Zor, sur ces 3 points. Et puis on a un sujet français, on a un groupe de djihadistes français qui s'appelle Firkat Al-Gouraba, qui est dirigé par un franco-sénégalais originaire de Roubaix, Oumar Diaby, et contre lequel il a pris des mesures très dures. Diaby est en fuite. Ils sont une quinzaine, ils sont une cinquantaine. Mais néanmoins, on sait les dégâts que peuvent faire. Oui, bien sûr. De retour. Sachant que le gros du problème reste les 42 500 prisonniers donc de Daesh aux mains des forces démocratiques kurdes, aux mains donc des FDS. Et ça pose un vrai problème. C'est une vraie cocotte minute. Il va falloir gérer d'une manière ou d'une autre.